Salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, tout simplement à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Nathalie. Aujourd'hui, nous vous proposons le portrait d'un homme brillant, c'est Lorenz Böhmer, un joaillier plein de surprises. Repérage dans le temple cannois du luxe, le lieu où les stars se retrouvent, bienvenue à l'Hôtel Majestic. Focus floral avec la maison Fragonard entre le sud de la France et l'ouverture de leur musée parisien. Un boulanger créateur de souliers, c'est la drôle d'idée de Tercy Gontran-Cherrier, une collaboration très originale. Et tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. Une box pour les fous de la déco. L'idée, recevoir un objet signé par un designer de renom, français ou étranger, jeune talent ou star reconnu. Il pense un objet unique créé spécialement pour la box. Les objets sont livrés dans une belle boîte en bois chaque mois, miroirs, carafes, bougeoirs, luminaires. Le top pour renouveler tous les mois sa déco. Les Machines de Lille est un projet artistique totalement inédit. Né de l'imagination de deux directeurs artistiques, il se situe à la croisée des mondes inventés de Jules Verne, de l'univers mécanique de Léonard de Vinci et de l'histoire industrielle de Nantes. Une promenade onirique sur les anciens chantiers navals à faire absolument. Angoulême récompense chaque année les meilleurs BD et en 2015, c'est Riyad Sattouf avec L'Arabe du futur 2 qui a remporté le Fauve d'or du meilleur album. L'occasion de se plonger dans cette magnifique bande dessinée qui raconte avec humour et poésie son enfance en Libye, en Syrie et en France. Un petit bijou d'écriture touchant. Parce que la vie est plus belle en couleur, Nailmatic a créé un colorama unique de 63 vernis à prix mini. Fabriqués en France et dans des packaging girly adorables qu'en veut toutes, les vernis Nailmatic sont disponibles dans ces distributeurs géants. Au Joie, vous avez bien entendu, un distributeur de vernis où toute la gamme est disponible, de quoi se faire plaisir. Rencontre brillantissime aujourd'hui avec Lorenz Böhmer. Ce joaillier aux allures de surfeur nous ouvre les portes de son atelier ultra secret place Vendôme. Attention les yeux. C'est un peu le rebelle de la haute joaillerie française. Passionné de surf, de poésie et d'art contemporain, Lorenz Böhmer a construit un univers singulier, haut en couleurs. Il crée des bijoux qui lui ressemblent, loin des codes classiques de la place Vendôme, où il mérite pourtant bien sa place. Lorenz Böhmer, c'est quelqu'un de philanthrope, créatif et passionné. Tout peut être source d'inspiration chez nous. Il va voir une exposition et puis il va revenir avec plein d'idées. Alors j'ai la chance d'être chez moi et de pouvoir faire ce qui me plaît. C'est vrai que je n'ai pas la chance ou la malchance d'avoir un héritage très ancien qui, quelque part, me contraint à m'inscrire dans un certain style. Fils d'ambassadeur, Lorenz Böhmer a beaucoup voyagé et s'est très jeune inspiré de découvertes et d'aventures que l'on retrouve dans ses créations. Pour moi, le bijou doit raconter une histoire, il doit être un peu en osmose, c'est comme un vêtement, il est porté, donc c'est important, surtout quand on se le fait faire spécialement pour soi, qu'il soit en harmonie, en osmose, qu'il raconte une histoire que vous avez envie de raconter. Souvent, c'est qu'une histoire qu'on n'a peut-être pas nécessairement envie de partager, ou un message d'amour, ou un petit symbole secret, un porte-bonheur. Des bijoux porteurs d'une signification, d'un symbole un peu romanesque, où les formes et les matières font la part belle aux pierres précieuses, l'autre grande passion de ce joaillier pas comme les autres. Ce que j'aime dans le choix des pierres, c'est tomber amoureux. Je vais regarder cette pierre à la loupe, je vais la scruter sous tous les angles, et puis finalement, je vais tout d'un coup avoir un flash et je vais me dire « Ah tiens, voilà le dessin qu'il faudrait faire, une broche, un bracelet, une bague ». Lorenz fait un croquis d'intention que nous, ensuite, nous allons reprendre pour essayer de traduire son idée de façon la meilleure possible, en fait. Et nous allons gouacher, en fait, sur calque, ce qui va nous permettre de gouacher des deux côtés de la feuille pour pouvoir donner vraiment du relief et de la profondeur à toutes nos pièces. Cette technique, issue de l'architecture, est généralement associée à une modélisation en 3D qui permet aux équipes de création de communiquer avec les ateliers qui vont ensuite confectionner le bijou. Lorenz, lui, il est très proche en fait, de la création. Il est là pour les validations de toutes les étapes, qu'elles soient esthétiques ou techniques. J'ai la chance d'avoir une très belle équipe qui m'accompagne, qui quelque part me stimule, qui me pousse à me dépasser. C'est quelqu'un qui est
très à l'écoute. Donc en fait, il attend vraiment de nous qu'on lui propose des choses nouvelles, des sources et des thèmes d'inspiration nouveaux. Toutes ces choses-là qui font qu'ensemble, on grandit. L'art contemporain est un des grands amours de Lorenz Baumer, qui aime s'entourer de ses artistes favoris. J'aime bien être accompagné par eux, que ce soit des dessins exposés dans la boutique, ça me rappelle le travail du dessin que je fais, ou bien les vitrines qu'on a fait réaliser en collaboration avec un artiste qui s'appelle Fred Sapé-Triomphe. Des projections fluorescentes sur des balles de ping-pong, des vitrines déjantées, décalées, qui présentent avec humour les collections du joaillier. Pourtant, si l'univers de Lorenz Baumer est résolument marginal et très personnel, c'est son savoir-faire et son talent qui ont été désignés pour réaliser des pièces uniques prestigieuses dans le respect de traditions ancestrales. Ainsi, Lorenz Baumer a signé la tiare portée par la princesse Charlène de Monaco lors de son mariage. Quand on m'a dit que mon dessin avait été choisi, j'ai trouvé ça formidable et en fait j'ai commencé à m'angoisser à la seconde en disant « Oh là là, il faut que ce soit bien, il faut qu'on soit dans les délais, il faut que ceci, il faut que cela ». Autre grand projet du joaillier, la réalisation d'épées pour les académiciens. Il est de tradition en France pour l'élection d'un académicien à l'Académie française que tous ses copains, ses connaissances se mettent ensemble à l'intérieur du comité de l'épée et lui offrent une épée qui lui sera remise le jour où il accède à l'Académie française officiellement dans son très bel habit. Et j'ai eu le grand privilège d'en dessiner 4 différentes. C'est un moment vraiment très important, très émouvant quelque part aussi, parce que c'est la consécration d'une vie. C'est aussi un vrai partage. Ouais, chacun apporte quelque chose. Moi, j'apporte mon savoir-faire, mes idées, et eux apportent quelque part le contenu de toute leur vie, de l'essence même de ce qu'ils sont. Le partage, c'est le maître mot chez Lorenz Baumer. À travers ses collections hautes en couleurs, il nous transmet une part de lui, ses passions, ses valeurs, ses rêves. Bonjour Lorenz, merci de nous recevoir. Bonjour. Vous nous recevez pour une journée un peu spéciale aujourd'hui parce qu'à Paris c'est la haute couture et la haute couture s'allie depuis quelque temps avec la haute joaillerie. C'est un événement un peu spécial, comment ça se passe pour vous? Écoutez, 2 fois par an, on a la chance d'avoir des clientes qui viennent du monde entier pour admirer les robes de haute couture et les commander. On s'est dit que ça serait peut-être sympa de les associer à des bijoux, à des pièces de haute joaillerie. Et du coup, on en profite aussi pour recevoir toute la presse. Et concrètement, donc, vous ouvrez le showroom à la presse, ou vous faites des dîners, des manifestations un peu spéciales? Tout, on fait tout ça. On ne dort plus pendant 5 ou 6 jours. On reçoit à la fois des clients, on fait des dîners, on fait des présentations privées, on monte les nouvelles collections, soit de façon un petit peu plus individuelle avec certaines clientes, soit aussi la presse peut passer à n'importe quelle heure du jour et presque de la nuit pour voir les nouvelles pièces qu'on présente. Vous avez beaucoup de fantaisie dans vos créations, dans votre façon de parler, de créer vos bijoux. Vous venez aussi d'un milieu multiculturel, un père allemand, une mère française, grandi aux US et en France, bien sûr. Vous pensez que ça vous a apporté une ouverture sur le monde ? C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'avec mes parents, on a beaucoup voyagé, ils étaient diplomates, on allait dans un nouveau pays, on connaissait personne, on ne parlait pas la langue, pas les coutumes. Et ça m'a donné une grande curiosité et je pense aussi une certaine capacité d'adaptation et finalement de voir que tout est possible. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec tous mes collaborateurs, les ateliers et même les clientes qui viennent voir, dire c'est possible, n'ayez pas peur, on va se lancer et on verra bien. Donc si vous aviez quelque chose à transmettre, ça serait ça, le goût de tout est possible? Oui, il y aurait plusieurs choses que j'aurais envie de transmettre. Si on me disait qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, pour réussir, je pense que la première chose, c'est d'abord la passion. Il faut être passionné par ce qu'on fait parce que ça permet de surmonter les moments difficiles. Ensuite, c'est la curiosité, d'être ouvert à toutes sortes de choses. Et puis finalement, mais c'est quand même très important, c'est le travail. Lorenz, comment on sait que vous adorez la mer, le surf, les vagues, le soleil? On a fait un petit repérage pour vous du côté du Majestic à Cannes. L'imposante silhouette art déco, la parure blanche qui brille dans le soleil d'azur, les lettres qu'il arbore fièrement face à la Méditerranée ne nous sont pas inconnues.
L'histoire du Majestic s'écrit maintenant depuis plus de 80 ans. La famille Barrière et aujourd'hui Dominique de Seigne ont contribué, année après année, touche après touche, à la légende de ce mythique palace. Ça fait 2 ans que je suis au Majestic de Cannes. D'ailleurs, toute ma carrière a été baignée dans les palaces. J'ai évolué à l'international, en France également. Le Majestic aujourd'hui donne un exemple exemplaire, pour me répéter, de la qualité dans laquelle sont reçus nos clients, de la beauté du site, de la beauté des chambres qui ont été complètement réaménagées. Le rythme de l'hôtel est également fait par les hommes et les femmes qui font l'hôtel au quotidien et depuis tant d'années. Roger Bassoni, notre chef concierge légendaire qui a suivi toutes ces générations de clients au fur et à mesure des années. Je pense vraiment que le savoir-faire à la française existe, que j'espère qu'il va perdurer. Il y a un comportement, il y a une attitude, une envie naturelle de faire plaisir. Les précurseurs de ce métier sont français. Ça a été une association qui a été créée en 1929 à Paris, qui est maintenant internationale, donc qui rassemble les gens qui portent les petites clés sur le revers de leur veste, qui s'appelle des clés d'or. C'est uniquement un réseau au travers de l'amitié, qui nous permet de nous entraider tous les uns les autres dans nos fonctions journalières. Côté gastronomie, on retrouve le Fouquet's Cannes en collaboration avec Pierre Gagnère pour une carte raffinée. C'est également la petite maison de Nicole qui a planté le décor de son annexe dans l'enceinte du palace. Ici, simplicité et couleurs de Provence sont au menu. J'ai jamais voulu le restaurant traditionnel, j'ai jamais voulu le restaurant figé, j'avais envie que les gens soient comme à la maison. Je connais Monsieur de Seigne depuis des années et un jour, il vient me voir, il me dit « Qu'est-ce que vous pensez si on faisait la petite maison ici ?» Quelle joie! C'est quand même un honneur d'être dans un des plus beaux endroits du monde, la Croisette, l'endroit est beau, luxueux. Nicole Ruby a confié la cuisine de sa petite maison à un homme qui maîtrise parfaitement le registre régional, le chef Marian Gandon, également à la tête des cuisines du restaurant de la plage, du room service et des buffets. Ma cuisine est une cuisine du jour, je la qualifierais comme une cuisine citoyenne, vous voyez. Une cuisine simple, mais une cuisine de mama, voilà. Avec Nicole, une belle complicité, une carte vraiment bien à part de ce qu'on peut faire. C'est Nicole qui nous inspire et qui nous guide dans nos choix et dans la façon de faire. Ça reste un petit peu à mon image, une cuisine simple, très bien cuisinée. Dans l'atmosphère de l'hôtel, on doit retrouver l'art de vivre à la française, mais aussi les parfums légendaires de la Côte d'Azur. Le Majestic se fait l'ambassadeur des arts et de la culture à la française. Hommage au cinéma d'abord, faisant écho à la proximité du Palais des Festivals, avec les portraits des stars qui parsèment les couloirs de l'hôtel. Une cinémathèque féerique où l'on voudrait s'enfermer des jours entiers. Et cette suite, La Mélodie, qui vient d'être créée en référence au film Mélodie en sous-sol, tourné ici, au Majestic de Cannes. Une expérience hors du commun est offerte aux visiteurs de ce palace. Mais ici, le chic et l'élégance s'accordent à un accueil qui reste résolument chaleureux et familial. Le groupe Barrière y veille tout particulièrement. Les valeurs de la famille sont très importantes au Majestic. Je discutais hier avec un client qui vient depuis 4 générations à l'hôtel. Tous ces éléments-là font que les familles se retrouvent année après année, génération après génération, au Majestic, pour notre plus grand plaisir et notre plus grande fierté. Vous avez eu votre showroom en hauteur pendant des années, à l'étage, sur la place Vendôme. Et en 2013, vous êtes descendu sur la place, vous avez pignon sur rue. C'était très important pour vous, c'est un accomplissement? Écoutez, je crois que le rêve de tout joaillier, c'est d'être au rez-de-chaussée de la place Vendôme, dans le plus bel endroit, la plus belle ville. Et donc, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de réaliser ce rêve. Et c'est vrai que c'est très différent d'avoir un salon, donc on reçoit de façon un peu plus confidentielle, et d'avoir pignon sur rue, où on peut rentrer, passer à n'importe quel moment, et où on s'attend à être accueilli d'une façon absolument parfaite, sans avoir pris rendez-vous.
Ça change votre façon de travailler aussi ? Disons que j'ai voulu me rendre plus accessible. Donc déjà, on fait des bijoux qu'on peut porter plus facilement au quotidien, des bijoux pour aller à la plage, par exemple. Lorenz, maintenant, tout le monde doit vous poser la question, la commande la plus difficile que vous avez eue ? Parce qu'il doit y en avoir des commandes difficiles. Ouais, je crois que chaque commande est un petit peu difficile, mais cette commande difficile, elle rejoint aussi peut-être celle dont je garde peut-être le meilleur souvenir ou qui m'a beaucoup touché, c'est quand j'ai dessiné la tiare qu'a portée la princesse Charlène lorsqu'elle a épousé le prince Albert. Donc c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Je n'avais jamais réalisé de tiare comme ça. Il y avait des enjeux quand même importants. Il y avait une date qui était fixée, donc il ne fallait pas être en retard pour la livraison. Et puis c'était une compétition anonyme. Donc il y avait un certain nombre de joailliers qui ont proposé des dessins. Et finalement, c'est le nôtre qui a été choisi. Et elle avait une particularité, cette tiare, c'est que c'est une tiare asymétrique. Vous savez, quand vous mettez quelque chose sur la tête, normalement, vous regardez toutes les tiares, elles sont toujours pareilles à droite et à gauche, pas la nôtre. Donc, il faut faire attention que le poids, vous voyez, n'entraîne pas la tiare du mauvais côté. Charlène sort de l'église et la tiare, elle fait... voilà, elle se barre, donc ça ne serait pas terrible. Donc, on a passé pas mal de temps avec la princesse Charlène à équilibrer le poids, avec le coiffeur, parce qu'en fait, c'est le coiffeur qui l'a positionnée, donc on s'est entraîné avant pour qu'elle tombe parfaitement le jour du mariage. On n'imagine pas tout ça quand on la voit parfaite, mais... Moi, ce que j'aime beaucoup dans les bijoux, c'est qu'on oublie la technique, on oublie le savoir-faire, et c'est juste quelque chose de beau qui vous parle et qui, quelque part, vous fait vivre un peu le rêve de devenir une princesse. Nous, on a eu la chance de vivre votre rêve avec vous aujourd'hui un peu. Merci beaucoup, Lorenz. Merci beaucoup. Focus aujourd'hui sur la maison Fragonard qui rend hommage au parfum avec l'ouverture de son tout nouveau musée à Paris et découverte de son art de vivre très Frenchy. Petite entreprise familiale fondée en 1926 dans la très provençale et prospère ville de Grasse par Eugène Fuchs, Fragonard est aujourd'hui une maison du parfum iconique, véritable ambassadrice du savoir-faire français. Grasse est une jolie ville provençale. C'est une ville qui a connu un bel essor au XVIIIe siècle quand la parfumerie a pris de l'ampleur. Dans les années 1950, Jean-François Costa débute une impressionnante collection d'objets anciens liés à l'univers du parfum. Fragonard est une maison habitée par les collections. Nous aimons l'idée du partage. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour moi dans notre politique, c'est qu'on ait un accès à notre métier à travers les visites de nos usines, comme à travers les visites de nos musées. Le nouveau musée du parfum Fragonard s'est glissé dans un lieu hors du commun, à 2 pas de l'Opéra de Paris, entre les vestiges de ce que fut successivement un théâtre, un manège vélocipédique, puis le showroom d'un vendeur de meubles anglais. C'était un lieu très chargé, rempli d'une histoire, d'un passé très puissant. Et François était l'architecte idéal pour le respecter, le moderniser et en faire aujourd'hui l'écrin pour nos collections. Fragonard est une maison qui existe depuis près de 90 ans. En choisissant François, nous avons respecté ce côté historique. Ici, le travail particulier qui s'est fait, c'est un travail autour d'une muséographie. On rentre dans les entrailles, on rentre dans le sous-sol, on rentre dans un lieu historique, donc on le montre et on rentre surtout dans la matière, dans l'idée du parfum et dans ce qu'il constitue, dans un espace peu éclairé où seul l'objet est éclairé. Tout ce que vous voyez ici, les photos qu'on a présentées, c'est ces moments d'histoire, des moments un peu d'émotion. Sur cette photo, on a 2 ouvriers qui sont en train de creuser, ils sont en train de chercher l'eau. C'était des vrais personnages, c'est-à-dire c'était qui avaient des colères par rapport à leur avancée parce que le sol leur résistait ou des joies parce que le sol tout d'un coup avait lâché et qu'ils creusaient plus facilement. Ils paraissent un peu inaperçus parce qu'il n'y a plus que les murs, les plafonds, enfin une espèce d'objet fini, alors qu'il y a une main d'homme qui est venue modeler comme ça l'espace comme on voulait le modeler. On a découvert les poutres Eiffel qui supportent la rue et Pégase, la statue de Pégase qui est au-dessus. Et puis surtout ces colonnes de fonte
qui sont vraiment des colonnes qui ont été empruntées à l'Éden Théâtre. Les collections du musée retracent 3 millions de parfumeries. Nous essayons d'avoir des flacons de toutes les époques et de tous les matériaux de l'époque antique jusqu'au milieu du XXe siècle. Ma période de prédilection, c'est le Moyen-Âge, parce que c'est le retour à l'usage du parfum à travers les pommes d'odeur, les pommandeurs et l'orfèvrerie, puisque à l'époque, les flacons étaient considérés comme des bijoux. Et je puise aussi beaucoup d'inspiration dans le passé, dans les objets qui ont préexisté avant nous. Et puis on sort de là, et là on retourne vers la lumière et vers la production de Fragonard avec tous ces parfums, et avec cet esprit et de lumière et de couleur et de joie. Cette verrière, l'histoire particulière d'un endroit qui est souvent retravaillé par les architectes qui aiment bien cacher tout, et qui avait été totalement fermé, caché. Et aujourd'hui, donc à notre grand plaisir, quand on a démonté les plafonds, on a retrouvé ce que vous voyez aujourd'hui avec toutes les moulures, qui étaient très très abîmés, mais qu'on a pu restaurer. À 15 mètres de ce nouveau lieu insolite, Fragonard a également ouvert, plus qu'une boutique, un nouveau concept store où l'on peut découvrir l'ampleur et la diversité de sa production. Quand l'opportunité s'est trouvée de ce lieu, où on pouvait à la fois accoler un grand musée de la parfumerie et une grande boutique, un navire amiral, on voyait se réaliser notre rêve, où on pourrait vraiment s'exprimer, avoir l'espace de montrer toute notre production de Fragonard Art de Vivre. C'est les couleurs de la Côte d'Azur, c'est les lumières, c'est les produits simples qui proviennent de l'inspiration que je trouve dans nos collections et que je mets en place chaque année grâce à la collaboration de mon équipe et donc de mon directeur artistique Jean Huège, qui est pour moi un alter ego et avec lequel je construis 2 fois par an des histoires autour des produits que nous aimons. Travailler pour une maison qui a des archives aussi importantes, des collections évidemment que vous avez pu voir dans le musée du parfum qui est extrêmement riche, tout cet héritage, cette transmission, cette culture, évidemment c'est idéal pour moi, c'est une mine sans fond d'inspiration, oui c'est très important bien entendu. Et aujourd'hui, c'est une collaboration surprenante que nous vous proposons entre Gontran Cherrier, boulanger, et Tercy, créateur de chaussures. Hommage aux belles matières, le résultat est à la hauteur des attentes. Paris, 3e arrondissement. Le nouveau concept store Fond de mode. Aujourd'hui, le médiatique boulanger Gontran Cherrier rejoint Arnaud Tercy-Kell, fondateur des ateliers Tercy. Ensemble, ils ont imaginé une collection de chaussures que Gontran découvre dans leur version finalisée. En fait, c'est vrai que de les voir vivre après, ça doit être quelque chose de dingue, quoi. Mais ça fait quoi alors d'avoir son nom sur la chaussure? C'est étonnant quand même, c'est étonnant. C'est la première fois que je les vois terminés. Vous avez vu le premier proto et là on est sur le proto final. Et alors? C'est excellent de voir ça. C'était pas mal de boulot, c'était intéressant et puis pour moi c'est carrément un nouveau domaine donc évidemment c'est comme un enfant qui découvre un nouveau cadeau quoi. C'est grâce à Arnaud Tercy-Kell que Gontran Cherrier a découvert cet univers. À 23 ans, après une école de business, il dirige les ateliers Tercy depuis 2014. Le concept, réaliser des collections éphémères conçues tous les 3 mois par un artiste. La designer Nathalie Crassé et l'auteur Marie Desplechin se sont déjà pliés à l'exercice. On fait appel à tout artiste qui a un fort sens artistique dans son métier. Donc à partir de là, c'est toute personne qui dans son métier fait appel à la créativité. Et la créativité en réalité est partout. On peut la trouver dans tout domaine, que ce soit la gastronomie, que ce soit la littérature, que ce soit la chorégraphie ou la musique ou le cinéma. Et à partir de là, Gontran Cherrier était vraiment une personne fort sympathique et douée d'une grande créativité. Et c'était logiquement en fait qu'on a créé une collection ensemble. Car Gontran Cherrier est surtout connu pour ses pains. Issu d'une famille de boulangers-pâtissiers depuis 3 générations, le trentenaire est à la tête de plusieurs boulangeries en France et à l'étranger. Mais alors, comment passe-t-on de la fabrication de pain à la fabrication de chaussures? Alors les souliers ou les chaussures d'une manière générale, c'est effectivement quelque chose qui me plaît, j'aime bien, j'aime ça,
J'aime avoir plusieurs modèles, j'aime avoir plusieurs couleurs, plusieurs utilisations évidemment. Alors lorsqu'Arnaud lui lance le pari de réaliser une collection, Gontran n'a pas hésité une seconde. Retour à la boutique Front de Mode où il nous les présente. Heureusement qu'on ne m'a pas demandé de dessiner des souliers parce que sinon ça aurait été immétable. Mais bon, c'est un travail d'équipe, donc on a au départ discuté, on a au départ essayé de comprendre moi ce qui m'inspirait dans mon métier. Travailler sur des vêtements ou sur d'autres chaussures, je ne sais pas si ce serait opportun, mais là en tout cas ce sera un super souvenir. Et puis c'est une découverte totale pour moi de ce que c'est, hein, ce métier de créateur de souliers comme fait Arnaud, et je trouve ça hyper noble et top. Une collection made in France comme des petites pâtisseries gourmandes auxquelles on a envie de céder. La version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et revenez nous voir la semaine prochaine. Bye!